Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, votre hôte, comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 du podcast, bien choisir son environnement entrepreneurial. Donc l'épisode il va commencer sur les chapeaux de roue aujourd'hui parce que cette semaine j'ai pas le temps les gars, cette semaine j'ai pas le temps, va falloir que ça speed, donc on va pas traîner. Et cette semaine, pourquoi j'ai pas le temps? En fait, c'était une énorme semaine. C'était une grosse semaine, bien épuisante forcément. Et j'ai fait pas mal de choses, donc du coup, je vais tout vous raconter, tout ça dans la rubrique 1. Mais avant ça, comme d'habitude, merci pour votre soutien. Voilà, ça fait vraiment plaisir. J'ai des beaux retours sur les épisodes, donc ça me donne vraiment envie de continuer, que ce soit en commentaire ou que ce soit en DM, tout simplement. Merci les gars, vous êtes des rois. Voilà. Vous êtes des rois, merci bien. Et du coup, bah voilà, je vois que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Et bah du coup, on va continuer comme ça quelques temps. Hein. Je pense que s'il y a ce genre de retour, bon, c'est principalement de mon cercle proche, on va dire, dans un premier temps, mais ça fait toujours plaisir. Et bah moi, ça me motive à continuer. Donc voilà, si vous n'êtes pas de mon cercle proche encore, peut-être que vous le deviendrez, on sait pas. Mettez des commentaires, bombardez. Et puis posez vos questions, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas. Donc en vrai parce que ouais, ce format ce type de contenu, c'était pas forcément gagné d'avance. C'était un nouveau pari entre guillemets et c'est toujours pas gagné d'ailleurs, à vrai dire. Mais en tout cas, si ça peut servir à quelques personnes pour s'aider, s'orienter et en guise de ressources, bah j'ai réussi ma mission tout simplement. Donc c'est cool. Donc comme d'hab, voilà, interagissez dans les commentaires et puis merci pour la force les gars. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on va commencer. Non, avant de commencer, je vais quand même vous dire rapidement les rubriques qu'on va avoir cette semaine. Donc, on va avoir la rubrique 1, la semaine de Valentin. Donc là, on va revoir un peu tout ce qui s'est passé dans ma semaine. Il s'est passé pas mal de dingueries. Donc ça, voilà, on va en parler. Ensuite, on passera à la rubrique numéro 2, Batman vs Wild. Et là, on ira voir vraiment, on rentrera dans le sujet de bien choisir son environnement entrepreneurial. Donc, on va passer un peu sur les différents types de structures qui peuvent vous accompagner, les différentes phases du projet. On va passer sur voilà ce que c'est un incubateur, ce que c'est les avantages, voilà, ce que c'est des couveuses aussi par exemple, ce genre de choses. Donc on va avoir pas mal de trucs dans cette rubrique 2, donc elle sera assez longue d'ailleurs. Et rubrique 3, Road to Dark Knight, parce que rubrique défi comme d'hab, donc là on va faire le point par rapport aux défis qui ont été lancés les semaines précédentes. Et puis on va essayer de se redonner un coup pour un prochain défi en fait, tout simplement, voilà, en fonction de ce qu'on aura vu aujourd'hui. Et puis voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc on va tout de suite commencer l'épisode par la rubrique numéro 1, la semaine de Valentin. Let's go! Alors, comme je vous le disais du coup dans l'introduction du podcast, cette semaine, ça a été une énorme semaine. Voilà, c'est le mot. donc ouais, grosse semaine, j'ai eu 5 gros événements.
Donc, je vais vous expliquer tout ça point par point, un peu les différents événements. Donc grosso modo, voilà, je vous avais dit dans les épisodes précédents que j'avais pris une mission, voilà, dans en dehors de mon projet entrepreneurial pour pouvoir me rémunérer et puis faire un peu de revenus pour financer aussi ce que je ferais dans l'entreprise avec Ova. Donc du coup, bah je cumule en fait du coup un job, donc 35 heures par semaine, et à côté je dois être aussi présent à des événements pour Ova, pour faire connaître le projet, pour me faire connaître moi, et puis parler de ce que je fais. Donc c'est un peu complexe du coup parce que bah voilà, il faut que je gère rendez-vous clients potentiels, donc tout ce qui peut être des prospects, et derrière assurer aussi mon boulot au taf et bien remplir ce que je fais toute la semaine pendant mes 35 heures. Donc là-dessus, il faut savoir jongler entre les jours de congé, les heures d'heures, les rattrapages d'heures, etc. Donc là-dessus, j'ai de la chance que qu'au boulot, ils comprennent cette double activité et ils comprennent mon envie d'entreprendre et ce que j'essaye de faire avec Ova. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui m'avantage, vraiment gros big up à eux. Ils me régalent vraiment et du coup, voilà, ils me permettent un peu de pouvoir agencer comme je veux, on va dire mon emploi du temps là-dessus, tant que j'ai fait mes heures, bien entendu. Donc en tout cas, pour le premier gros point de la semaine, ça va être quoi? C'est que j'ai eu mon premier gros contact business, mon premier gros prospect potentiel. Donc ça m'a mis une bonne grosse dose de stress. Donc cette semaine en fait, alors pourquoi je dis stress? Bah parce que voilà, c'est le moment qu'on attend, hein. On crée un produit ou en tout cas on essaye d'avoir une réponse à une problématique et bah là c'est le moment de mettre en application ce sur quoi on a réfléchi depuis un moment. Donc forcément on a une petite dose de stress parce que on doit pas louper la chose, on doit se concentrer au max et on doit être pro. Donc du coup voilà, donc cette semaine gros contact, gros prospect et en fait c'est une grosse entreprise en fait, hein, que bon je vais pas citer son nom parce que pareil, hein, voilà, je veux pas que ça me porte préjudice ou quoi, mais en fait elle m'a avoué lors d'un call de découverte en fait qu'ils avaient des gros soucis et des grosses problématiques sur la gestion de certains types de déchets au sein de leurs activités. Donc comment j'ai eu ce contact aussi, ça c'est pareil. J'ai eu ce contact en fait via un réseau de start-up de mon incubateur. Et en gros, voilà, on avait une présentation, on se retrouvait entre startups, on parlait un peu de ce que je faisais chacun pour voir s'il n'y avait pas des interactions et des synergies qui étaient possibles entre nous. Et il y a eu un contact qui m'a dit qu'il connaissait une boîte qui travaillait sur des sujets justement de valorisation de déchets chez eux et qui ils étaient d'ailleurs en galère parce qu'ils avaient pas les compétences qu'il fallait pour et ils s'étaient pas posé les bonnes questions encore. Donc ça c'était vraiment une grosse opportunité et en fait c'était via donc c'était pas moi qui faisais du démarchage, c'était via un échange en fait, on va dire avec des contacts que bah ça s'est déroulé et qu'on m'a dit bah tiens, je te donne le contact de machin si tu veux, je te fais un mail de mise en relation et puis bah tu vois ce que ça donne. Donc j'ai été un peu pris par la main et on m'a envoyé directement en contact avec ce gros prospect là. Donc ça s'est passé un peu du jour au lendemain, hein, quelques jours d'écart, le temps que la personne en fasse répondre. Et j'étais pas forcément prêt, hein. Je vais pas vous le cacher, parce que là, voilà, je viens de créer l'entreprise, donc j'ai eu pas mal de comment on appelle ça, de paperasse à faire, de l'administratif auprès des banques, auprès des impôts notamment, hein. Les bons impôts pour se déclarer et pour déclarer toute l'entreprise, peut me configurer avec le comptable les déclarations, etc. Donc ça a été pas mal de ça ces derniers temps. Et là du coup, il faut que je sois au clair sur mon offre et que je puisse présenter ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bricoler, enfin pas de bricoler, mais de poser mon offre au mieux que je pouvais pour essayer d'en discuter et puis de voir s'il y avait quelque chose qui était envisageable, quoi. Donc j'ai décidé de jouer le jeu. En fait, j'ai quand même j'ai répondu à cette mise en relation et j'ai challengé cette mise en relation pour pouvoir me tester et avoir une vraie première impression en fait de ce que je pouvais délivrer en 1v1 pour un call de découverte, parce que c'est aussi ça, la vente. Enfin, il y a différentes étapes. Donc ça, je ferai un épisode dessus, de ce que j'ai pu apprendre de par mon expérience perso, de par des formations que j'ai eues sur la vente. Donc ça pourra vous servir aussi. Mais en tout cas, voilà, normalement, on fait un premier call de découverte et ensuite on fait un call où on dit, ok, suite à notre premier call de découverte, j'ai recensé ça, et je peux y répondre comme ça.
Donc c'était voilà un premier point. Donc moi ça m'a permis un peu de travailler quelques questions on va dire à poser à des entreprises dans le besoin et du coup d'être à peu près prêt on va dire à peu près prêt sur le rendez-vous qui allait se passer. Donc surtout que c'est en fait une très grosse entreprise, hein, un leader français sur son marché, et du coup, bah, il se trouve que la question de la gestion des déchets s'était jamais posée chez eux, ou en tout cas, ils cherchaient pas à avoir de la data sur leur gestion de déchets, de ce qu'ils avaient fait ou pas, c'était un peu mis sous le tapis, on va dire. Et bah, il se trouve qu'ils n'ont pas de data à ce propos, et qu'aujourd'hui, bah, ils voudraient bien être un peu plus responsables, en tout cas, plus éco-responsables, plus écologiques, et plus impliqués en fait dans leur démarche RSE sur sur cet aspect gestion de déchets, hein. Parce que ça c'est des choses qui sont importantes aussi pour des actionnaires dans des entreprises, avoir des entreprises qui ont des bons critères ESG et et une bonne RSE. Donc voilà, donc ça c'était une grosse opportunité et du coup bah c'était comment dire, c'était vraiment la première présentation on va dire officielle que je faisais avec Ova. Donc c'était top et ça a permis de voir en fait si mes premières estimations de la forme de ma prestation en fait pouvaient être bons. Donc je vais vous dire du coup ce que j'en ai pensé. Alors je me suis avec le recul donc je pense que le call avait duré entre 35 et 40 minutes, 35-45 minutes, donc ce qui est bien pour un call de découverte. Je pense que là-dessus j'étais bon, mais voilà, je pense que mon offre est en fait trop flou encore aujourd'hui et je me suis cramé parce que du coup j'ai pas fait que de la découverte. J'ai été dans le truc de dire bah je veux à tout prix présenter mon produit et parler de ce que je fais pour qu'en face on me prenne pour quelqu'un de connaisseur sur son sujet et pas qu'on me bypass en fait. Et en fait bah j'aurais pas dû parce que pour moi enfin j'ai un peu compromis mon discours de vente on va dire. Donc voilà, donc je me suis retrouvé donc face à une interlocutrice qui était assez préparée à son sujet d'ailleurs et bah, mon discours était encore un peu trop flou à certains égards, donc il faut que je le rende absolument plus carré et plus actionnable. Donc voilà. Ça va être un des boulots de ces prochaines semaines aussi. Et puis voilà, j'ai essayé de pousser mon offre en disant bah voilà, je fais ça, 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 alors que j'aurais dû passer beaucoup plus de temps sur la découverte de besoins pour comprendre l'ensemble de l'écosystème. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'était pas mal et j'ai pas mal de points à revoir en tout cas. Je pense que j'ai été peut-être un peu trop expéditif dans ma découverte de besoins du client et du coup on retravaillera cet aspect-là, découverte du besoin client dans un épisode. Voilà, ce sera des épisodes au niveau de la vente, de la prospection, ce genre de choses. Et ça, je pense que voilà, je vous donnerai peut-être un peu mon nouveau point de vue et un peu ma nouvelle méthode dans les semaines et mois à venir là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille et que j'augmente en tout cas la qualité. Donc voilà là-dessus. Donc on va dire que donc mitigé pour ce premier call. Donc je pense avoir planté quelques graines en tout cas auprès de cette personne. Donc à voir par la suite. Je vais laisser mûrir quelques temps l'idée de pouvoir travailler avec cette personne en face. Et bah, je redonnerai signe de vie, je pense prochainement, dans quelques semaines ou quelques mois, le temps qu'ils puissent avoir des informations, parce que voilà, on a échangé ensemble pour voir si la personne en face pouvait me donner quelques informations complémentaires sur le sujet, que je puisse moi aussi me renseigner sur ce que je peux faire. Donc voilà, c'est des choses qui sont en cours de réflexion de son côté aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis si ça se passe mal, et puis si j'arrive pas à closer ça, les gars, eh ben je vous le dirai et on apprendra ensemble de la galère. Voilà. Donc voilà, ça c'était lundi. Mardi, j'ai eu autre chose. Donc alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans les épisodes d'avant ou pas, mais je suis en fait dans un tiers-lieu ESS, donc un tiers-lieu économie sociale et solidaire. Donc on fera peut-être un épisode là-dessus pour comprendre mieux les notions et les enjeux autour de l'ESS. Je pense que ça peut être important, surtout dans le monde d'aujourd'hui en entreprise. L'ESS, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en avant. Et si vous participez pas à ce mouvement-là, et si vous n'avez pas un certain nombre de ces principes, vous pouvez être mis de côté par vos clients. Donc ça pourrait être un point qu'on pourra aborder dans un épisode aussi. Donc ce tiers-lieu en fait dans lequel je suis, il se trouve à Nancy. C'est grosso modo un partenariat entre le conseil départemental du 54, donc de Meurthe-et-Moselle, là où je réside, et le PIL, donc le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine.
Et il vise en gros à créer un environnement favorable d'échange entre des porteurs de projets à impact et ESS. Donc le but, c'est de mettre en avant des profils d'entrepreneurs et des profils de boîtes vertueuses dans la région, donc le département aussi, et de voir si on peut pas les pousser et les mettre en valeur, quoi. Donc on valorise le travail, voilà, le travail innovant, responsable et vert entre guillemets, et le côté humain. Donc c'est les gros points de l'ESS en tout cas. Voilà. Et donc, concernant l'organisation de ce tiers-lieu, on a à peu près environ une réunion par mois, en physique ou en visio, ça dépend, selon les dispos de chacun, et pour se réunir en gros et échanger avec une référente du département de, en gros, l'avancée de nos projets et des sujets qui peuvent freiner leur évolution. Donc c'est aussi un lieu d'échange entre nous, entre porteurs de projets, dans lequel en fait on peut se retrouver, on peut renforcer nos liens, enfin tout ce qui est lien humain en fait autour de l'entrepreneuriat, parce qu'entreprendre seul c'est bien, à plusieurs, voilà, il y a le dicton qui dit qu'on va plus loin, pas forcément, mais en tout cas à plusieurs c'est plus sympa et c'est plus motivant. Donc ça c'est quelque chose d'important, et du coup surtout dans ces milieux-là, ESS, où on essaye un peu de faire des projets verts, des projets durables, souvent ça peut mettre du temps à arriver. Donc plus on serre les coudes sur ces sujets-là, plus il y a de chances que à la fin le projet germe, quoi. Donc c'est une de ses forces aussi de ce tiers-lieu par exemple. Ensuite, donc du coup, vu qu'on est en contact avec une chargée une référente en fait du département chargée de l'ESS et l'entrepreneuriat, euh, c'est une belle aide parce que on va pouvoir être en contact direct avec le département pour pouvoir pousser nos idées. Donc avec le département, avec des entreprises qui peuvent bosser avec le département, avec des réseaux qui travaillent avec le département. Euh, donc ça, c'est vraiment un point fort de ce tiers-lieu-là et pour lequel on rentre dedans en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, il y a forcément du monde qui veut rentrer dans ce tiers-lieu parce que effectivement, tu es mis en avant et ça fait un plus pour ton projet tout simplement. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce tiers-lieu? Et en gros, tu passes dans un comité de sélection en fait, donc qui est composé des membres du tiers-lieu. Donc voilà, il y a pas tout le monde à chaque fois parce qu'il y en a toujours qui sont occupés, mais je dirais qu'on est quoi? On doit être une petite quinzaine aujourd'hui dans ce tiers-lieu-là. Et du coup, on passe un comité de sélection, donc devant les autres enfin les autres porteurs de projets qui sont dans le tiers-lieu. Et s'ils jugent que vous avez les mêmes valeurs, que vous avez un projet qui est responsable et qui est bon pour tout le monde, voilà, c'est du vote à main levée. Et si c'est bon pour vous, enfin si c'est bon pour nous, donc sommes dans le tiers-lieu, les nouveaux peuvent rentrer. Et du coup, cette semaine, on a accueilli 3 nouveaux projets, donc 4 nouvelles personnes dans la communauté. Donc ça c'est cool parce que ça étend cette vision du tiers-lieu. Et puis l'impact qu'on pourra avoir aussi avec ce tiers-lieu plus tard, parce que c'est aussi un élément de communication, on peut dire, sur lequel toi, quand tu vas te présenter en tant que porteur de projet, tu vas pouvoir dire je suis suivi par le département parce que je suis dans le tiers-lieu ESS. Et ça donne une étiquette en plus à ton projet et ça peut te permettre d'aller chercher peut-être plus d'argent auprès d'une banque, de partenaires, peut-être d'aller chercher plus de contacts, de partenariat, enfin ce genre de choses quoi. Donc ça donne des étiquettes positives pour le projet. Et ça, c'est super intéressant. Donc peut-être qu'un jour, on en fera venir d'ailleurs, j'en ferai venir dans ce podcast certains porteurs de projets pour parler de leur vision de la durabilité, de leur vision à long terme avec leur projet, de ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent changer. Donc ça pourra peut-être être intéressant et on verra dans le futur. Je suis encore pas décidé là-dessus, mais ça pourrait être un, un type de contenu qu'on fera ensemble plus tard, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc c'est un petit event sympa, voilà. Puis à la fin, il y a forcément toujours une petite pause où on échange autour d'un petit goûter, un petit apéro, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ça crée des moments conviviaux et ça c'est top. Ça c'est top. Donc voilà pour ce deuxième événement le mardi. Et du coup, le lendemain, le mercredi, nouvel événement de prévu. Donc ça à chaque fois, ces événements, ils se font principalement en fin de journée, ou en tout cas j'essaye de les placer en fin de journée. Donc ça me fait des fois rentrer un peu tard, mais voilà, c'est le jeu, donc voilà. Et du coup, l'événement de mercredi, donc c'est pareil, en fin de journée. Donc j'ai été invité en fait par mon ancien IUT, donc l'IUT Nancy-Brabois, où j'ai fait un DUT génie mécanique et productique, je vous l'avais dit dans l'épisode 2 il me semble. Et donc j'ai été
invité par l'IUT à intervenir en tant que parrain à une table ronde autour de l'entrepreneuriat étudiant. Donc forcément, moi on m'invite à participer à quelque chose comme ça. Les gars, moi je dis oui parce que bah c'est il y a l'aspect nostalgie, il y a l'aspect voilà, j'ai travaillé là-haut et c'est aussi là-haut que j'ai commencé un peu à entreprendre. Donc forcément, je me suis dit bah effectivement, voilà, je peux pas refuser d'y aller et puis il y a toujours ce côté sympa d'échange avec les gens, avec les étudiants et puis on croise toujours plein de profils motivés en fait. C'est ça qui est intéressant. On va se retrouver du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain mais si vous voulez vous passez de ce poste de regardeur, de celui qui est dans l'amphithéâtre et qui regarde ce genre de conférence à acteur de ce genre de conférence et enfin de table ronde. Et vous êtes là à partager votre expérience et à motiver des gens. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce podcast. Parce que je pense que voilà, je peux peut-être inspirer des gens de par le parcours ou de par ma vision des choses. Alors je dis pas que je suis un seigneur, je dis pas que j'ai la meilleure vision des choses, les gars, mais en tout cas, j'ai une vision qui est très carrée et très droite, on va dire. Et voilà, je pense que enfin, ça peut intéresser des gens d'en savoir plus sur ces façons de penser ou en tout cas ce genre de choses. Donc voilà, donc je refais le lien du coup avec cette table ronde à l'UT. Donc j'ai bien entendu accepté. Je suis venu aux côtés d'un ancien étudiant d'il y a 20 ans. Donc voilà, il doit bien avoir ouais, je sais pas, je dirais 35, 40 ans. Et du coup, bah on était venus tous les deux parler de nos projets en fait, parce que moi du coup, j'ai créé, en fait, on a tous les deux créé nos projets d'entrepreneuriat pendant nos études. Et à la différence entre nous deux, c'est que bah lui, il avait créé ça il y a 20 ans, donc il a continué son activité. Ça fait 20 ans qu'il tient son entreprise. Et moi, bah, je venais de créer l'entreprise justement, donc ça donnait un, un duo en fait de récents et anciens qui ont se suivi ce parcours, donc ça donnait des visions très différentes, mais bien souvent qui se rassemblaient sur pas mal de choses. Donc c'était super intéressant. Et voilà, c'est ce que voulait l'IUT en fait, des visions différentes sur la chose. Pourquoi c'est pourquoi en fait ils ont invité bah moi le jeune créateur d'entreprise et quelqu'un de plus expérimenté. Donc ça c'était top, c'est une belle mise en avant et ça permet aussi à des étudiants potentiellement de repérer ce que je fais avec mon entreprise et qui peuvent être intéressés aussi pour faire des stages par exemple ou des stages ou des stages ouais tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était top. Et alors c'est assez drôle de voir l'évolution et le retour d'expérience d'anciens comme ça, parce que on a beaucoup échangé derrière du coup en off après la conférence sur voilà comment il avait mené l'entreprise, comment il avait réussi à surmonter certaines grosses étapes. Donc il m'a donné pas mal de tips. Donc bah franchement merci Jérémy. Voilà. Mais Jérémy, si jamais tu passes par là, merci beaucoup pour ces échanges. C'était intéressant et puis voilà. Et puis voilà. Donc, ce que je peux vous dire en plus là-dessus, donc voilà, de manière générale, c'est une super expérience de pouvoir échanger avec les étudiants face à face dans un amphi. Alors, bon, c'est assez drôle parce que il devait être de quoi 200, 300, et ça me rappelle en fait, il y a 7-8 ans, quand moi je passais mon DUT, que j'étais dans mes premières années d'études sup, que bah je passais mes partiels par exemple de mécanique ou de maths sur les mêmes bancs en fait, et que j'assistais aussi à des conférences comme ça. Donc ça m'a fait une petite dose de nostalgie, les gars. Voilà, c'était c'était sympa, c'était sympa. Donc après, par contre, évidemment, dans ce genre d'événement, bien entendu, bah ça intéresse pas tout le monde parce que bah tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Tout le monde n'est pas intéressé par l'entrepreneuriat. Surtout que c'est assez spécifique l'entrepreneuriat et que bah en fait c'était une journée de sensibilisation. Donc c'était obligatoire pour eux. C'était voilà une sorte de cours et d'atelier pendant une journée, si vous voulez. Et donc du coup bah voilà, si il y en a qui avaient pas envie d'être là, on le sent bien, les gens sont déconcentrés, ils pensent qu'à une chose, c'est se barrer parce qu'il est quand même 6h30 et que bah voilà, c'est la fin de journée. Donc c'est compréhensible et voilà. En tout cas, je pense qu'il y en a qui étaient intéressés, il y en a qui ont posé des questions, qui sont intéressés sincèrement à nos parcours et puis aux difficultés qu'on a rencontrées. Donc ça, c'était top et j'ai franchement bien aimé parler de tout ça. J'ai franchement bien aimé. Donc voilà, on va pas leur en vouloir pour ceux qui sont pas dans le truc. Peut-être qu'un jour ils tomberont sur ce podcast et ça leur redonnera peut-être l'envie de se motiver et de créer un projet. On sait pas. On sait pas. Donc en tout cas, voilà, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il faut pas hésiter de parler de son parcours en fait.
Même si aujourd'hui, voilà, j'ai pas de grande réussite notoire, je suis pas Bill Gates, j'arrive pas à vivre encore dans mon activité, mais je pense que j'ai le mérite d'être passé par pas mal d'étapes compliquées, pas mal de choses qui peuvent intéresser ou en tout cas qui peuvent donner envie à des étudiants de se challenger et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, si j'ai pu en motiver certains, et ben ce sera top et c'est tout ce que je veux quoi. Voilà, tout simplement. C'était le but de ce genre d'événement, pardon. Ouais, je vais pas y arriver là. Mais voilà, c'est le but de ce genre d'événement et du coup, bah je pense que c'est tout bénef pour tout le monde quoi. Voilà. Et du coup, surtout que j'ai revu d'anciens profs à moi aussi qui bah voilà, m'avaient un peu perdu de vue avec le temps parce que bah voilà hein, je pars faire mes études ailleurs, je reviens, je reteste, enfin voilà, vous-même vos profs que vous avez eu à l'époque vous restez pas forcément en contact avec hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a possibilité de renouer du lien à ce moment-là et de voir s'ils ont pas des contacts peut-être qui peuvent nous servir. Donc c'était top, c'était top. Donc voilà pour l'événement de mercredi. Donc c'était un petit événement quand même assez sympa. Je vais juste boire un coup avant parce que là je commence à me dessécher là. Ça commençait à être un peu terrible. Donc donc du coup voilà. Donc jeudi, autre événement. Donc là il a fallu que je pose un jour de congé parce que je pouvais pas m'arranger, c'était trop compliqué. Donc le jeudi, j'ai eu un concours. Voilà, j'ai participé à un concours écologie et solidarité. C'était un concours qui était mis en place par l'université de Lorraine pour bah, mettre en avant voilà des projets responsables à impact verts issus de l'université de Lorraine. Voilà. Donc je me suis inscrit. Il y a eu je sais plus, je crois une 60 ou 70 inscriptions de mémoire de ce qu'on m'a dit et on était une petite vingtaine à avoir été sélectionnés pour la chose. On était répartis en différents en différentes catégories en fait de prix. Et alors, je saurais même plus vous dire, les gars, de quelle catégorie j'étais. Je crois que c'était technologie durable ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc alors je sais plus si je l'ai dit, mais du coup c'était à Metz. C'était dans les locaux de l'IUT génie mécanique de Metz. Donc c'est drôle aussi parce que euh, le mercredi je suis à l'IUT Nancy-Brabois, là où j'ai fait mon parcours de DUT génie mécanique. Et le jeudi, je suis à Metz, dans un autre DUT génie mécanique que j'avais visité à l'époque. Quand vous savez, quand on sort du lycée, on visite un peu les différents types d'établissements, on fait les choix sur Parcoursup. Et voilà, je l'avais mis au cas où j'avais pas l'UT de Nancy. Donc voilà, c'était drôle de redécouvrir le lieu en tant qu'exposant des années après quoi. Donc grosso modo, le déroulé de la journée, c'était on commence les expos à 9h, ensuite il y avait des jurys qui passaient dans les salles euh, toute la matinée et leur but c'était d'évaluer les projets en fait. Donc suivant des critères qu'ils avaient. Alors je sais pas c'était quoi ces critères-là, parce qu'ils avaient une feuille remplie de critères. Bon, bien sûr, on n'a pas été informé des critères avant, hein, sinon ce serait trop facile. Mais du coup, grosso modo, on était ouais une vingtaine de participants et il y avait différentes catégories de prix. Et ouais, comme je l'ai dit, il y en avait quatre et quatre catégories de prix et un prix coup de cœur du jury. Donc on était une vingtaine à participer, donc voilà. Il y avait grosso modo une chance sur quatre de récupérer un prix. Ensuite, l'après-midi, il y a eu donc l'établissement, le l'IUT recevait en fait la visite de lycéens de de différents lycées de la région. Et du coup, ils sont passés dans les stands. Donc on était en gros répartis en quatre salles. On était 5 groupes par salle à peu près, 6 dans le mien. Et du coup, bah voilà, ils passaient entre les différents types de projets et le but, bah, c'était de leur pitcher notre projet et de faire quelque chose de compréhensible. Donc il y avait un petit challenge là aussi d'adaptation de pitch, de montrer que c'était sympa et enfin de montrer que voilà ce qu'on fait c'est sympa et que ça peut les intéresser aussi ou leur donner des idées quoi. Mais voilà, c'est pareil, comme par hasard, hein, ça intéresse pas tout le monde, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc peut-être ils sont encore un peu jeunes, mais en tout cas, peut-être que ça les intéressera plus tard, quoi. Donc voilà pour ce concours. Donc bah bien sûr, vous vous demandez si j'ai gagné un prix ou non, hein. Donc voilà, les prix ils allaient de 500 à 800 euros pour le prix coup de cœur du jury de mémoire. Et bah finalement, j'ai rien reçu. Voilà, je le dis, j'ai rien reçu. Dans ma catégorie, il y avait un petit génie. Il est arrivé avec une maquette de projet de robotique autonome.
Donc, sans trop en dire plus sur son projet, voilà, pour pas lui parler de son projet et que ça intéresse d'autres personnes. Mais voilà, tu te reconnaîtras si tu écoutes ce podcast. Et il avait fait un énorme boulot en fait sur le prototypage, la programmation, le calcul, en fait, le dimensionnement de son robot, etc. Et c'était quelque chose qui était ultra palpable pour le jury. Et c'est ça aussi et c'est ça un gros défaut que je me suis rendu compte que j'avais, c'était que je représente pas en fait de façon assez claire ce que je fais avec mon activité de conseil avec Ovo. Parce que bah c'est du conseil, c'est pas autant palpable qu'un robot par exemple. Donc je peux pas arriver avec une maquette. Donc il faudrait que je travaille là-dessus et c'est ce que je vais faire pour des prochains salons. Je vais retravailler ma mise en avant lors de salons, ce genre de choses. Parce que je pense que ça peut jouer aussi dans l'attribution, on va dire, des prix à la fin. Donc après, c'est compliqué parce que c'est du service et forcément, bah, quand vous êtes du service et qu'en face vous avez plein de porteurs qui portent des produits palpables, visibles et déjà là, ça fait la différence. Ça fait la différence. Bon, voilà. Je dois revoir du coup ma partie salon, expo et comment je peux montrer ça de façon plus visuelle ce que je fais. Je pense que ce sera là. Ce sera là où je pourrais faire la différence plus tard. Donc, en tout cas, GG à lui pour avoir pris ce prix dans ma catégorie. Et puis voilà, c'est pas une histoire de jury. Voilà, j'ai pas recommencé à faire le mec, à rager après le jury ou quoi, les gars. Ça n'a pas de sens. Le jury était très compétent. Il y a pas de souci là-dessus. C'était des personnes, voilà, de l'ADEME, de l'Agence de la transition écologique, de BPI, donc la Banque publique d'investissement. Il y avait de la région et un gars qui était qui avait sa propre société de conseil aussi dans l'environnement. Donc voilà, on a pas mal échangé du coup suite à ma présentation sur le stand et du coup ça pareil, ça m'a fait des contacts. Bon, il m'a souhaité bonne chance parce qu'il m'a dit que cette partie-là, conseil sur la gestion de déchets comme je voulais faire, il l'avait essayé et que c'était un mouton à 5 pattes. Donc voilà, un petit coup de massue sur la tête. Donc non, on verra ce que ça donne. Moi, je vais essayer de relever le défi. Et puis il m'a dit voilà qu'on pourrait trouver potentiellement des synergies. Donc il était ouvert à rediscuter avec moi sur certains aspects spécifiques. Donc voilà, c'est cool. Je repars de là-haut avec des contacts. Donc voilà, c'est le jeu. J'ai pas gagné de prix. Je vais redoubler d'efforts pour être le premier, enfin pour être meilleur la prochaine fois et prendre un prix. Voilà. Et parce que voilà, je sais que dans ce genre de concours, je pars pas avec un avantage par rapport à ceux qui ont des produits palpables et qui ont qui ont ce petit truc de voilà, c'est visible, c'est on fait une démo, ça tourne, enfin voilà. Voilà, j'arrête. Forcément, voilà, je suis un peu déçu, hein. Je suis un peu déçu, mais c'est le jeu. Et voilà, j'ai surtout que bah en fait j'ai dû prendre un jour de congé pour y participer, donc ça fait diminuer ma paye. Il y a les frais de déplacement pour pouvoir y aller, s'y rendre. Il y a l'organisation à avoir autour. Et bah quand on gagne pas, bah voilà, c'est sûr, on est déçu, mais ça fait partie du jeu. Try and retry. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et puis voilà, je vais continuer tout simplement apporter ce que je fais parce que ce que je fais ça a du sens. En tout cas, moi j'en suis convaincu et mes interlocuteurs le pensent aussi. Donc voilà, j'étais peut-être pas au meilleur endroit, dans la meilleure catégorie, je sais pas, je me suis peut-être mal inscrit aussi. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc voilà, donc du coup voilà, en contrepartie, bah voilà, j'ai pas remporté de prix, mais je me suis fait ce petit génie là qui m'a pris, qui a récupéré le prix dans ma catégorie en tout cas. Bah voilà, je pense que c'est devenu un ami. J'ai bien matché avec lui sur pas mal de points, sur l'aspect scientifique de son projet, sur la même problématique qu'on traitait au final, la gestion des déchets. Donc du coup voilà, on est toujours en contact, on échange sur plein de sujets, donc ça c'est top aussi. Et ça m'a permis bien sûr de rencontrer, d'avoir une nouvelle expérience de salon, parce que voilà, j'en ai pas 500 000 à mon actif, j'en ai deux pour l'instant à mon actif. Donc c'est la deuxième fois que je m'entraîne à ça. Et puis bah voilà, ça m'a fait rencontrer des interlocuteurs clés pour mon business. Donc je vais voir comment je vais pouvoir activer ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, je reste positif avec le recul sur l'event, mais le jour J, je l'avais vraiment mauvaise, j'avoue. Voilà, je comprenais pas. C'était ouais, mais pourquoi ils m'ont pas choisi moi? Enfin, c'est normal en fait, c'est le genre de réaction normale.
J'essaye de me rassurer, hein. Vous me dites dans les commentaires si c'est normal ou pas. Si vous auriez réagi de la même façon ou pas. Ça pourra nous faire un petit point de comparaison. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Mais en tout cas, voilà. Et puis il y a eu d'autres amis à moi aussi qui ont gagné des prix. Donc bah voilà, je suis content pour eux et puis ça va leur booster leur projet. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et encore voilà, si vous écoutez le podcast d'ailleurs, bravo la team, bravo à vous pour vos prix. Ça régale. Ça régale. Donc ça c'était le jeudi et le dernier jour de la semaine, vendredi. Donc j'ai eu un point en fait, on a eu un événement en fait organisé par le PIL, donc le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Je vais continuer à leur spammer hein, comme ça, ce que ça veut dire à chaque fois le PIL. À un moment donné, j'arrêterai parce que je me dirais que ça y est, vous êtes sensibilisés. Donc pour l'instant, voilà, je vais continuer à vous le dire. Et du coup, c'était un point organisé par le PIL et le multipôle de Toul en fait, donc qui est en gros un syndicat mixte de la multipôle de Nancy Sud-Lorraine. Et c'est un établissement public de coopération entre 13 intercommunaux communautés non, intercommunalités, voilà ça, 13 intercommunalités, pardon, qui composent en gros le sud de la Meurthe-et-Moselle, donc le département dans le Grand Est, hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas, je préfère leur dire, on sait jamais. Et en gros, bah c'est un espace de dialogue et de solidarité entre les territoires, ce multipôle, et en gros, il intervient sur un bassin de vie d'à peu près, c'est quoi, c'est 560 000 personnes de mémoire, il me semble. Et voilà, c'est très orienté en termes d'emploi, de mobilité, de services, organisé autour de la métropole du Grand Nancy, autour du pays lunévillois. Enfin bref, ça c'est voilà, terre de Lorraine. Enfin voilà, c'est un peu les différentes intercommunalités. Putain, je vais pas y arriver. Hein. Intercommunalités, voilà, qui composent le sud de la Meurthe-et-Moselle. Donc ils se fédèrent autour de ça et le but c'est de mener des actions communes en matière d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité, d'économie, d'énergie, d'alimentation d'énergie, etc., etc. Donc c'est voilà, pour regrouper des besoins et proposer des solutions à l'échelle d'un territoire. Donc ça c'était cool. Donc c'était du coup bah voilà, dans chacune de ces intercommunalités, bon voilà, bref, dans ces il y a c'est catastrophique. Il y a des élus du coup de ces communautés de communes qui étaient là, et le but en gros c'était sous la forme d'atelier. Donc on avait un pitch de 3 minutes devant les élus. Donc il y avait des élus, des représentants d'entreprises, des représentants de réseaux d'entreprises aussi qui étaient là. Il y avait une vingtaine d'interlocuteurs qui étaient là, plus une dizaine de porteurs de projets. Et le but, on devait pitcher nos projets pendant 3 minutes devant les élus, et ensuite on avait un atelier, grosso modo speed dating, de 1 heure ou deux, je sais plus exactement. Et le but, c'était d'échanger plus en profondeur avec les élus pour voir s'ils pouvaient nous aider sur certaines problématiques en local, ou si nous, en tant que porteurs de projet, on pouvait répondre à certaines de leurs problématiques. Donc voilà, c'était l'occasion pour nous de nous faire connaître auprès des collectivités et de nous faire reconnaître aussi encore pendant des événements, hein, parce que plus on voit votre tête, plus on va se dire ah mais lui je le connais, je l'ai déjà vu. Il est implanté. Ah oui, lui il travaille depuis longtemps sur son projet. Ah oui, je l'ai déjà vu. Ah mais attends, mais c'est qui? Il m'intéresse. Et ça c'est des choses qu'il faut pousser, voilà, sur dans lesquelles il faut que vous alliez en fait. C'est des choses qui vous permettront de démultiplier, on va dire, l'impact de votre projet. Donc ça c'est cool. Et d'ailleurs bah il y a eu des élus qui sont venus voir et qui m'ont dit ah mais on t'a déjà vu toi pitcher à tel endroit, à tel endroit. Alors bon, toujours un peu malaise ce moment-là parce que c'est le moment où tu fais genre si tu te rappelles plus du tout de la personne, si ah oui oui mais je me souviens on s'était vu là, et des fois bah tu te souviens plus vraiment, donc des fois c'est un peu des moments un peu gênants, mais voilà, ça fait partie du truc, c'est assez drôle à vivre, donc surtout quand on vous dit qu'on vous reconnaît, voilà, c'est toujours sympa. Et voilà, donc j'ai grosso modo l'habitude de faire pas mal d'événements de ce type, et à force, bah, je commence à bien m'identifier à bien être identifié, pardon, en tant que monsieur gestion et valorisation des déchets. Donc, va vite falloir que je finisse mon site internet pour commencer à communiquer là-dessus et à vraiment me faire identifier, qu'on puisse me remonter aussi, parce que voilà, hein, je suis encore très mauvais en marketing. Enfin, je connais voilà les grandes notions de base, etc. Mais j'ai encore rien mis en place pour Rova, donc ça va falloir que ça change vite, parce que sinon ça va être la merde et je vais prendre du retard.
Donc ça va falloir que je me pose dessus les prochaines semaines. Donc voilà pour cet événement-là. Et puis bah derrière bah il y avait des tours de speed dating du coup et dans les tout derniers qui sont venus bah il y a eu mon boss, voilà, tout simplement qui était là. Et donc du coup bah voilà, c'était sympa parce que on n'avait encore pas pris le temps. Ça fait quoi? Ça fait un mois que je travaille là-haut. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est quand même très très débordé, qui est quand même beaucoup en rendez-vous à l'extérieur de la boîte. Donc là, voilà, ça nous a fait prendre un petit temps ensemble pour pouvoir discuter de ça et de ce que je faisais en tout cas. Et lui, il a pu un peu mieux comprendre mon positionnement aussi et de pourquoi j'avais rejoint la boîte dans ce service et enfin dans le service transition. Et puis voilà, donc ça nous a permis un peu, lui, ça lui a permis de savoir plus sur moi, ce que je faisais et et comment je travaillais à côté, quoi. Donc voilà, donc c'était top. Donc ça renforce forcément la confiance aussi entre boss et collaborateur, quoi. Donc c'est top, c'est top. Et donc bah voilà, donc il a dit qu'il pouvait me pousser sur m'aider en tout cas sur aller atteindre certains points techniques bloquants sur ma problématique, me pousser auprès d'acteurs. Donc je vais voir si ça peut se faire dans les prochaines semaines. C'est pareil, je vous tiendrai au courant un peu de comment tout ça évolue. Et puis bah voilà, donc c'était la fin de journée. Après il se faisait je sais plus 6h30 7h, donc bah là j'ai repris le volant et puis et ben je suis rentré chez moi. Voilà, tout simplement. Donc malheureusement, bah dans ces horaires-là, autour de Nancy, les autoroutes sont un peu bouchées. Donc voilà, j'ai pris 1 heure de route pour rentrer. Un vrai plaisir et voilà. Donc je suis rentré chez moi, week-end de Pâques. J'ai Ouais, je vais pas dire que j'ai été productif hein. Pendant ce week-end de Pâques, je me suis bien reposé en tout cas pour être bon la semaine d'après parce que forcément on rattaque directement avec des semaines compliquées dans la foulée. Donc ça on verra la semaine prochaine dans le prochain podcast ce qui me sera arrivé. Donc voilà, donc écoutez, c'est la fin de la rubrique 1 et on va maintenant passer à la rubrique 2, Batman versus Ride, bien choisir son environnement entrepreneurial. Let's go. Alors, rubrique 2. Donc, là, on va parler de l'environnement entrepreneurial et l'environnement dans lequel vous allez faire grossir votre projet. Donc, quand vous voulez lancer un projet, en fait, il y a différentes grandes phases. Déjà, dans un premier temps, on va passer là-dessus sur les différentes grandes phases d'un projet qui vont vous permettre ensuite de vous faire accompagner sur ces différentes phases. Donc, dans un premier temps, il y a la phase d'idéation. Donc cette phase-là, en fait, ça consiste à identifier une opportunité de marché, grosso modo, et à développer une idée de produit ou de service innovant qui y répond. C'est le moment, en fait, où tu vas réfléchir à une première solution originale, un problème ou un besoin de consommateur. Donc ça, c'est la phase d'idéation, la première phase où c'est vraiment la phase où on se jauge, et c'est souvent dans cette phase, en fait, qu'on passe d'une idée à une autre et qu'on dit, moi je voulais faire des montures de lunettes en plastique recyclé et puis après vous arrivez sur en fait je vais faire une boîte de conseils. Voilà, c'était mon cas. Je suis passé par cette phase d'idéation. Je me suis rendu compte des problématiques qu'il y avait dans mon premier projet, donc j'ai switché sur quelque chose d'autre parce que j'arrivais pas à les surmonter. Voilà, ça c'est par exemple une des façons de contourner la chose. Ensuite, il y a la phase 2. Donc ça, c'est l'étude de, grosso modo, de faisabilité. Donc après avoir généré l'idée, en fait, tu dois, en tant qu'entrepreneur, évaluer la viabilité de la technique, la commercialisation et au niveau financier de, de ce que tu veux faire avec ton produit ou ton service. Donc là, c'est vraiment, grosso modo, l'étude de marché. C'est là où tu vas commencer à aller comprendre les données techniques de ton marché, à aller confronter, aller chercher l'avis de consommateurs de ton futur projet, ton futur produit, et du coup à définir en gros ton business model et ton business plan, en fait, ton modèle d'affaires autour de tout ça. Donc ça c'est pareil, on fera un épisode là-dessus sur créer son business model, son business plan, comment on fait une étude de marché. On va passer sur chacun de ces points-là parce que c'est des points qui sont importants. Je vais essayer de les faire dans l'ordre normalement pendant cette série de podcasts pour que vous ayez chaque semaine en fait des éléments en plus pour pouvoir créer votre entreprise ou en tout cas votre projet.
Parce qu'avant d'être une entreprise, il y a un projet. Donc voilà, donc ça c'était la phase 2, la phase grosso modo étude de marché, étude de faisabilité. Et ça c'est quelque chose qu'il faut pas louper. Il faut pas louper parce que sinon vous vous embranchez dans des choses qui vont durer et que derrière vous n'aurez pas de résultat parce que vous n'aurez pas eu les bonnes informations avant de vous lancer. Donc ça, attention, gros focus à avoir là-dessus. Ensuite, il y a la phase numéro 3, la phase de création d'entreprise. Donc ça va être la phase une fois que tu as validé l'idée, une fois que l'étude de marché est validée. Donc là, ça va être à toi en fait avant de lancer ton produit, ou en tout cas, ça peut être pendant la période où tu lances ton MVP. Donc tu crées une structure juridique, une entreprise, et c'est là en fait que tu vas choisir voilà la forme juridique. Si tu fais une SAS, une SA, si tu fais une SASU, une micro-entreprise, si t'es auto-entrepreneur, enfin voilà, tout ce genre de choses, c'est dans ce moment-là que tu vas choisir ça. Et, euh, et là, ça va être vraiment, ouais, c'est ça, c'est tu crées l'entreprise, tu fais l'immatriculation, t'ouvres les comptes bancaires, tout ce genre de choses-là. Donc ça, c'est l'étape 3 dans laquelle je suis d'ailleurs, c'est l'étape, c'est sur les 5 étapes grosso modo de la création et de la vie d'une entreprise. Moi, je suis sur cette troisième, donc c'est relativement au début et je me dirige petit à petit parce que là, je suis sur ouais, on va dire les trois quarts de cette phase-là. Je suis sur la fin vraiment de cette phase de création, parce qu'il me reste encore quelques bricoles à gérer avec au niveau administratif. Et une fois que ce sera fini, je pourrai être dans la phase numéro 4, du coup la phase de lancement et développement du produit. Donc là, c'est la phase la plus importante parce que c'est le moment où vous confrontez votre produit au marché en fait. Donc là, c'est vraiment, tu mets tous les moyens en place nécessaires, voilà, donc que ce soit du financement, que ce soit les équipes, que ce soit voilà la création d'entreprise, etc. Il faut que tu aies tout derrière pour pouvoir concrétiser ton projet et le lancer sur le marché. Donc ça doit permettre à ton projet de développer son activité et sa clientèle, grosso modo. Et du coup, bien sûr, voilà, quand tu fais des projets de recherche, par exemple, c'est des projets qui sont longs dans le temps, qui durent, et pour ce genre de phase-là, il faut aller chercher plusieurs millions via des levées de fonds ou autres pour financer des infrastructures, qui sont technologiques, euh, enfin en fait, dans cette phase-là de lancement et développement d'activité, tu vas toujours avoir besoin d'un petit capital de départ. Alors, ce capital de départ, il va changer en fait en fonction de l'entreprise que tu crées, ce que tu crées comme produit, si tu crées un produit ou un service, parce que entre créer un réacteur nucléaire et créer une offre de service en ligne pour améliorer le SEO par exemple, c'est complètement différent et t'as pas le même investissement au départ. L'investissement pour une boîte qui fait du SEO, ça peut être juste un simple PC. Donc tu mets, voilà, tu mets 2000 €, t'as le nouveau MacBook et t'as déjà un bon outil de travail. Alors que l'autre côté, pour créer un réacteur nucléaire, les gars, il faut des équipes, quoi. Donc ça demande pas 2000 € quoi. Donc vous voyez l'image que je vais vous donner là-dessus. Et ça, du coup, c'est important de l'étudier bien comme il faut, justement, dans la phase 2, étude de faisabilité. Qu'est-ce qu'il va me falloir comme financement pour ensuite que vous puissiez aller chercher les financements auprès de ces différentes personnes. Donc ça, c'est pareil. On fera un épisode sur le financement de projet. Ce sera peut-être le prochain d'ailleurs. Faut que je réfléchisse, je sais pas encore. Mais en tout cas, on refera un... Non, je le ferai bien plus tard, je pense. Je le ferai bien plus tard parce que avant, faut déjà se focaliser sur son produit avant d'aller chercher de l'argent. Donc, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, ce sera quelque chose qu'on verra. Donc, phase 4, donc voilà, phase de lancement et développement du produit ou de l'activité ou du service, et on le confronte au marché. Et ensuite, il y a la phase de croissance et de pérennisation. Donc là, c'est la phase où on consolide l'entreprise vraiment, on essaye de se développer au mieux. Si on arrive à être très très bon sur un domaine, on essaye de le devenir aussi sur un autre pour se diversifier, etc. Et c'est aussi là où en général on fait des levées de fonds. Euh, Contrairement à la phase d'avant, c'est des levées de fonds qui sont plus parce qu'en levée de fonds il y a série A, série B, série C, voilà en fonction des différentes étapes que vous êtes dans votre entreprise. Et là c'est plus là où au lancement on est plus sur une série A, donc c'est des petits montants, on est sur des montants bien plus conséquents dans la phase de croissance et de pérennisation parce que le but c'est d'asseoir l'entreprise et de lui permettre de suivre sa croissance si elle a une croissance qui demande beaucoup d'investissement. Typiquement une grosse boîte de marketing par exemple ou d'agence de SEO en ligne, si du jour au lendemain tu as 500 clients parce que tu as explosé sur ta communication et que tu as fait un truc de fou furieux, il va falloir que tu arrives à servir ces 500 clients. Donc là, techniquement, tu as besoin d'une grosse somme d'argent pour pouvoir recruter
tes personnes qui vont travailler le SEO avec toi et du coup délivrer le contenu à tes clients. Donc là, tu as besoin de tout de suite plein d'argent pour pouvoir financer le fait que tu répondes à la problématique de ton client. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça, il faut être accompagné là-dessus, hein, donc que ce soit par des comptables, par des structures qui sont spécialisées là-dedans, dans la levée de fonds et l'accompagnement à ça. Ça pourra aussi faire le sujet d'un épisode. Mais en tout cas, c'est assez ça, c'est en tout cas c'est très lointain, certainement par rapport au stade où vous en êtes aujourd'hui, ou parce que vous n'avez peut-être même pas commencé d'ailleurs en écoutant ça. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je ferai peut-être un épisode là-dessus pour la plupart. Enfin plus tard. Voilà. Donc maintenant qu'on a les grandes étapes, c'est bien. Et ben il faut savoir qu'en fait on peut être accompagné dans chacune d'elles. Donc dans ces 5 grandes étapes-là, on peut être accompagné. Donc je me suis fait une liste des principales structures d'accompagnement qui sont intéressantes dans un parcours d'entrepreneuriat. Donc je vais passer sur chacune et expliquer un peu tout ça. Et bon, par contre, j'en oublierai peut-être. Je vais peut-être en oublier. Je sais pas encore, voilà, si j'ai été bon ou pas dans mon dans, dans ma réflexion autour de tout ça. Mais je vois que l'heure commence à tourner aussi. Et d'ailleurs, il faut que j'active un peu parce que sinon, ça va être peut-être un peu long pour vous. Donc, première structure d'accompagnement, je vous en parle tout le temps, les pôles pépites. Donc ça, c'est les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc ces structures d'accompagnement, c'est spécifique pour les étudiants et ça te permet d'obtenir le statut étudiant-entrepreneur. Donc c'est pour, voilà, tu as le statut étudiant-entrepreneur, tu peux avoir des aménagements de cours si tu es étudiant pour travailler sur ton projet, faire des rendez-vous clients, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant. Et au-delà de ça, ces structures-là, elles sont dédiées spécifiquement à l'accompagnement des étudiants ou de jeunes diplômés dans la création de l'entreprise. Et leur principal rôle, en gros, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc, en gros, chaque étudiant entrepreneur est suivi par un enseignant ou un référent, en tout cas externe. Donc ça, c'est cool. Enfin, un référent externe, en tout cas du pôle pépite, qui lui va pouvoir t'aiguiller sur la prise de décision, sur la prise de décision en fait que tu vas avoir. Et t'as aussi voilà, tu peux être en contact avec des personnes extérieures via ces réseaux-là, des entrepreneurs, des experts qui peuvent intervenir. Nous, je sais qu'au PIL à Nancy par exemple, on a l'URSSAF par exemple qui vient, avec qui on échange pour nos questions, nos problématiques sur telle ou telle chose. Je sais qu'on a déjà vu aussi voilà, des structures juridiques pour nous accompagner sur le juridique. On a des structures financières, des comptables aussi qui sont partenaires, qui viennent et qui nous accompagnent gratuitement sur la mise en place de ces premiers business plans, sur la rédaction la rédaction de ces derniers et toute la réflexion qu'il faut avoir autour d'un business plan. Donc ça, c'est super intéressant. Donc dans un premier temps, du coup, le réseau le réseau qu'il y a autour du pôle pépite et l'accompagnement qu'on peut en avoir. Ensuite, il y a un deuxième point important avec les réseaux pépites, c'est qu'en général, ils peuvent vous donner accès à des espaces de travail. Donc bien souvent, c'est des espaces de coworking. Donc ça peut être couplé à d'autres entreprises ou à d'autres structures. Nous, à Nancy, on a la chance d'avoir 2 étages complets pour faire du coworking, pour avoir des salles, pour faire des visios, pour être tranquille dans son coin, travailler sur son projet et avoir un espace de travail fixe. Moi, par exemple, le PIL, ça fait déjà, oui, il y a bien 1 an, dans lequel j'ai un bureau en fait dans lequel je peux venir travailler gratuitement. Donc voilà, ils me demandent pas d'argent, rien. C'est juste, on signe une convention, une charte d'engagement, etc. Et en contrepartie de ça, moi je m'engage à être actif dans le réseau Pépite et à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer des événements le soir, des afterworks, ce genre de choses pour créer du lien entre les étudiants. Donc moi je trouve que c'est un deal rentable parce que d'un côté ça me donne accès à un espace de travail. Je peux me professionnaliser moi en faisant venir des clients potentiels dans mes locaux, enfin dans les locaux du PIL et du coup dans mon bureau, dans mon espace, plutôt que de les faire venir chez moi les gars dans ma chambre. Merci quoi. Enfin c'est pas du tout le bon moyen de faire. Donc là ça peut vous permettre en tout cas d'asseoir un peu votre professionnalisme. Donc ça c'est top. Ensuite, il y a la catégorie. Enfin, en tout cas, on peut vous accompagner, pardon, avec le réseau Pépite sur tout ce qui est financement et prix. Donc ça, faut savoir que chaque année, il y a un prix Pépite. Donc dans chaque région, vous pouvez candidater si vous êtes étudiant entrepreneur via la plateforme Pépite Easy et vous pouvez candidater au prix Pépite. Et les prix vont de 1000 à 7000 euros, il me semble maintenant, parce qu'avant c'était 2000 à 10 000, mais maintenant c'est plus de 1000 à 7000 euros.
Donc entre les voilà, donc ça vous est remis si vous gagnez le prix. Donc il y a un prix, enfin il y a plusieurs prix régionaux dans ces prix-là pépites, dans ce concours-là. Moi j'en ai gagné un d'ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté il y a 2 ans maintenant. Et j'avais gagné 2 000 €, donc j'avais été lauréat régional 2022 Pépite Bourgogne-Franche-Comté avec Ova. J'ai recandidaté l'année dernière au PIL à Nancy. Malheureusement, j'ai pas pris de prix. Voilà, donc ça arrive. Hein. Moi, je candidatais sur quelque chose de bien précis et j'étais en pleine phase on va dire de changement, de repositionnement de mon offre. Donc c'était une phase un peu compliquée et du coup bah voilà, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont pas donné de prix parce qu'ils savaient pas si j'allais continuer ou pas le parcours pépite. Donc c'est largement compréhensible et du coup bah je vais retenter cette année. Donc je vous tiendrai au courant, peut-être que je referai un épisode en larmes où j'aurai toujours pas gagné. Et peut-être que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer, on sait pas. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez gagner jusqu'à 7 000 ou 10 000 €, je sais plus exactement avec ce prix pépite. Et ça, c'est super intéressant quand tu es jeune et que tu veux lancer ton produit. Ça peut te faire des premières sources de financement et ça peut te financer et t'aider pour commencer. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, il y a le fait que ces pôles pépites te font également beaucoup de formations et ils peuvent te donner certains diplômes. Alors, formation, j'entends de la formation extérieure par des intervenants qui viennent t'enseigner sur l'entrepreneuriat, te faire monter en compétence sur des sujets comme la comptabilité, l'URSSAF par exemple, pour les déclarations. T'as le juridique, enfin il y a plein d'ateliers qui sont organisés comme ça. Donc ça c'est top pour monter en compétence. Et l'aspect plus diplôme, c'est du coup le diplôme que je vous parlais la dernière fois il me semble, le diplôme d'étudiant entrepreneur, le D2E, qui permet en fait à toi, si tu viens de sortir d'un parcours d'étudiant, tu as fini tes études, tu peux reprendre encore le statut d'étudiant une année. Et en plus, ce diplôme, bah, voilà, il y a possibilité, il y a possibilité, bah voilà, si tu as été mauvais, de le redoubler, et du coup, tu peux garder ce statut étudiant et bénéficier de l'accompagnement du pôle pépite encore pendant une année de plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa et top pour toi, pour te lancer si t'es jeune et si t'as envie de te mettre sur un projet. Donc voilà, je sais que les pôles pépites, c'est encore pas trop connu aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, j'espère que grâce par exemple, à mon contenu, ça sera un peu plus connu et que bah, ça va susciter l'intérêt de enfin l'intérêt de certains d'entre vous parce que c'est un truc qui est quand même vraiment, vraiment banger, les gars. Je vous le dis. Hein. Surtout que le dernier point avec ce pôle pépite, c'est tout ce qui est le réseau d'accompagnement autour de ça et les connexions que ça crée. Chaque année, il y a ce qu'on appelle un grand oral. Donc ça, c'est pareil. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode parce qu'il me semble que j'avais fait oui, c'est ça, j'ai dû vous en parler. Le grand oral du PIL, je l'avais fait. Et donc ça, c'est pareil. Tu présentes ton projet à des interlocuteurs du PIL, à des membres de l'écosystème. Donc ça peut vous booster votre projet. Donc ça, c'est top. Et on vous invite aussi sur des événements. Comme bah, par exemple, cette semaine, moi j'étais à Toul pour le multipôle. Le concours, c'est pareil, j'y étais via le PIL. Donc les gars, c'est un banger. Inscrivez-vous dans votre pôle pépite de votre région si vous voulez, si vous êtes jeune et si vous voulez créer une boîte. Ou en tout cas, si vous avez des idées de création de boîte. Parce que vous n'êtes pas obligé, si vous rejoignez un pôle pépite, vous n'êtes pas obligé de créer l'entreprise à la fin de votre année de statut d'étudiant national, scène de merde, je sais plus. Statut national d'étudiant entrepreneur, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un statut particulier que vous pouvez avoir par l'État, via le ministère, et ça peut vous aider aussi, voilà, à mettre dans votre CV, ça peut être un bon point pour du recrutement ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas, rapprochez-vous de vos structures pépites et vous verrez que c'est banger. Ensuite, du coup, les autres choses, rien à voir. Donc du coup, il y a tout ce qui est réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc vous avez tout ce qui est chambre de commerce et de l'industrie qui offre un accompagnement complet en fait aux créateurs d'entreprise sur l'élaboration du business plan, le financement, en passant par la recherche de locaux, le choix de la formule juridique, etc. Ça propose pas mal de formations aussi et du conseil personnalisé et un accès à un réseau professionnel. Donc ça va de pair avec la Chambre des métiers de l'artisanat, donc la CMA, qui eux font la même chose, mais voilà, comme le nom l'indique, plus pour les métiers de l'artisanat. Et en fait, donc ça c'est typiquement si vous avez 30, 35 ans, si vous êtes sorti complètement du parcours d'étudiant, si vous voulez vous réorienter professionnellement ou ce genre de choses. Moi, je vous conseille en tout cas d'aller voir ces réseaux-là qui peuvent vous aiguiller vers ce qui se fait de mieux sur votre territoire. Voilà. Ça peut être intéressant.
Ensuite, vous avez les BGE qui sont des structures d'accompagnement de proximité qui proposent un accompagnement personnalisé aux créateurs. Donc de l'émergence à à l'idéation et la concrétisation du projet. En fait, c'est pareil, ça t'offre conseils, formation, accès à un réseau d'experts, etc. Donc ça, alors je sais plus exactement comment on y rentre là-dedans. Je sais plus si c'est payant ou pas. J'ai pas regardé, je vous avouerai. Mais après, voilà. Donc ça s'appelle les BGE. Voilà, renseignez-vous. Donc BGE tout simplement. Ça peut peut-être être une voie pour vous ou une solution. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas suivi ce genre de choses là, ce genre de parcours. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une structure qui existe pour vous aider à vous lancer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le réseau entreprendre. Donc ça, c'est un réseau associatif qui accompagne des entrepreneurs à fort potentiel de développement. En apportant pareil parrainage par des chefs d'entreprise expérimentés, du financement, un suivi personnalisé. Ça c'est pareil, il y a des prix à gagner, je crois ça peut être 30 000 euros il me semble, de mémoire sur là-dessus, mais il faut avoir un niveau assez avancé. Donc si vous êtes, je sais pas, parce que bien souvent dans ces réseaux-là, il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est plus aux alentours, enfin quand je dis jeunes, c'est voilà la vingtaine, c'est plus des gens qui ont autour de la trentaine, qui sont déjà entrepreneurs confirmés et qui ont vraiment des projets très, c'est plus une idée quoi. Ils sont dedans, ils sont en train de faire les choses, ils ont des problématiques au quotidien à résoudre, donc ils ont besoin d'être entourés d'experts et de chefs d'entreprise qui sont déjà passés par là. Donc voilà, réseau entreprendre, ça peut être un réseau d'accompagnement pour vous, pour vous faire avancer. Mais il faut être déjà bien avancé dans le projet. Donc voilà. Ça pour le deuxième point, les réseaux d'accompagnement. Donc il y en a plein encore. Hein. Il y a tout ce qui est, bon après ça c'est pas la même chose vraiment, mais tout ce qui est BNI, les réseaux d'affaires, où vous payez une adhésion à l'année et vous vous retrouvez avec plein d'autres chefs d'entreprise et plein d'autres entreprises où vous pouvez en fait pousser vos prestations ou ce que vous faites. C'est voilà des petits réseaux de copinage où on va se pousser du business entre nous et puis se faire connaître en tant que chef d'entreprise. Donc ça peut être aussi intéressant de rentrer dans ces réseaux-là pour bénéficier d'expertise de personnes qui sont plus avancées que vous. Voilà. Ensuite, troisième gros point pour l'accompagnement, les incubateurs. Alors les incubateurs, en gros, c'est des structures spécialisées qui jouent un rôle en fait essentiel, clairement. Alors ça dépend des points de vue de chacun. Il y en a qui vous diront que c'est pas essentiel. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a bien aidé parce que je suis passé dans un incubateur. Je vais vous en parler. Pour me soutenir mon projet, ça a été pas mal. Ils m'ont aidé à rencontrer du monde, qui m'ont aidé à prendre des décisions concrètes sur le projet. Et puis il y a tout l'accompagnement porteur de projet derrière. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. D'ailleurs, voilà, si jamais il y en a de l'incubateur qui passe par ici. Bien le bonjour à vous, gros big up à vous, merci pour l'accompagnement et puis voilà, merci d'avoir été les personnes que vous êtes. Voilà, c'était la petite séance émotion. Donc comment on y rentre généralement dans un incubateur? Donc on y rentre quand on a une idée bien avancée, donc on a dépassé la phase d'idéation, on est plus dans la phase d'étude de marché, dimensionnement du projet. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant de bien se focus là-dessus. Et on a une idée bien avancée de ce qu'on veut faire et on est, comme je vous le disais, après la phase d'idéation. Donc bien souvent, tu rentres sur dossier plus un comité de sélection. Donc en gros, c'est si le comité il juge que tu es apte à rejoindre l'incubateur, tu peux rentrer. Si tu es apte, si tu es assez mûr, si ton projet est assez bon, s'il est assez machin. Bon, bien sûr, ça laisse place à des déceptions parce que tout le monde ne passe pas ces comités de sélection. Certains ne le passent pas pour des conneries, on va dire, hein, parce que voilà, à la fin, parce qu'il y a toute une partie où tu présentes ton projet et ensuite il y a le comité, donc ça dépend. Moi, je sais plus, ils étaient une 15 personnes, je crois, entre 15 et 20 personnes de mémoire à être là le jour J. Donc c'est pareil, hein, ça met un coup de pression. Hein, voilà, vous avez rencontré des professionnels, vous passez à l'étape au-dessus, vous rentrez dans un incubateur, vous savez pas trop ce que c'est. Donc ça met un coup de pression. Mais ces personnes-là, ils ont pour but de savoir si vous êtes bien dimensionné et bien fait pour rentrer dans un incubateur et si leur structure va pouvoir vous aider en fait dans votre projet. Donc si on vous refuse, c'est que potentiellement vous êtes pas au bon moment pour y aller dans cet incubateur. Mais en tout cas, voilà, une fois adhéré, il y a différents types. En gros, il y a différentes façons d'adhérer à ces incubateurs. C'est soit tu rentres et grosso modo, t'as des incubateurs qui te prennent des parts dans ta boîte. Ça, je sais qu'il me semble que ça se fait. Donc ça, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas la chose à privilégier. Mais le plus courant, c'est grosso modo pendant ta période d'incubation, parce qu'il y a deux périodes. Il y a une période de pré-incubation
Et il y a une période d'incubation. Donc la période de pré-incubation, c'est avant de rentrer où on te prépare à justement à ces comités de sélection et avoir le bon discours auprès de ce comité pour pouvoir rentrer en période d'incubation. Donc ça c'est gratuit, la pré-incubation. Et quand tu rentres en période d'incubation, là c'est tous les mois, c'est un montant bien précis. Et les tarifs, ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes et des types d'incubateurs. Donc personnellement, moi j'ai fait 6 mois de pré-incubation pour valider ma phase d'idéation j'ai été passé la phase d'idéation, mais je voulais valider ma faisabilité technique du projet. Donc qui s'est pas forcément déroulé comme je le voulais parce que on m'a dit que certains points techniques étaient trop compliqués. Mais ensuite, du coup, donc j'ai fait 6 mois de pré-incubation et ensuite 1 an d'incubation. Et pour être totalement transparent avec vous, il y a un partenariat entre le PIL et l'incubateur Lorrain. C'est un programme, alors je sais plus le nom, Global Incubation, je crois que ça s'appelle, programme Global Incubation. Et du coup, ça me donnait le droit à une réduction sur le prix de l'accompagnement. Et donc, du coup, je payais 200 € par mois au lieu de 500. Voilà. Et du coup, c'était un incubateur. Donc, justement, on va y arriver. Il y a différents types d'incubateurs et du coup il y a les incubateurs publics et les incubateurs privés. Moi j'étais dans un incubateur public, donc les incubateurs publics c'est les incubateurs par exemple certifiés Allègre, donc qui sont en gros soutenus par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et ils accompagnent principalement des projets issus de la recherche publique. Donc c'est pour faire le lien entre les labos de recherche et des porteurs de projets pour voir si on peut pas sortir une techno d'un labo pour la mettre en place sur un projet spécifique ou un chef d'entreprise par exemple. Ensuite, vous avez, donc ça, c'était un incubateur dans lequel j'étais, donc l'incubateur Lorrain. Ensuite, vous avez les incubateurs régionaux ou territoriaux. Donc là, c'est des incubateurs, qui dépendent des régions, métropoles ou collectivités et qui favorisent le développement de l'économie locale. Donc ça, c'est aussi une façon de se faire accompagner dans un type d'incubateur. Donc là, c'est vraiment moins l'aspect recherche. Donc il y a moins de R&D, moins de dialogue avec des labos de recherche, ce genre de choses. C'est plus, on va dire, si vous avez un projet type tech, de je sais pas, faire une plateforme de vente de produits agricoles de proximité, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de projet-là. Donc chaque projet a un incubateur, on va dire, qui peut lui apporter plus qu'un autre. Donc ça c'est, de par le positionnement de l'incubateur et des spécialités qu'ils ont chacun en fait. Donc voilà. Donc ça c'était pour les incubateurs publics. Ensuite il y a les incubateurs privés. Donc dans les incubateurs privés, vous avez les incubateurs d'entreprise. Donc là c'est vous travaillez dans une entreprise. Il y a potentiellement un incubateur dans cette entreprise pour aider à faire émerger des talents en fait de l'entreprise et des technologies qui peuvent être rattachées derrière à l'entreprise. Donc je sais pas, vous êtes Michelin par exemple, je pense que Michelin doit avoir un incubateur à l'intérieur dans son entreprise pour former des projets annexes autour des pneus et ce genre de choses quoi. Donc ça c'est intéressant aussi ce type d'incubateur parce que vous avez directement des moyens en fait pour financer après vos projets. Je connais des personnes qui y sont passées et bon après on entend de tout, on entend du c'est bien, c'est pas bien parce on est libre, on n'est pas assez libre. Ça dépend. Voilà, je peux pas vous donner un point de vue général. Ça dépend vraiment des incubateurs et des structures. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre expérience là-dessus. Je vais reboire un coup parce que je commence à me dessécher là. Je crois que ça fait un moment qu'on est en épisode là. Bon, on va bientôt être à la fin. On est aux 3/4, je dirais. Donc voilà, je vais essayer de. Désolé, c'est un peu long, mais au moins j'espère que vous apprenez des trucs. Ensuite, autre type d'incubateur privé, il y a les incubateurs des grandes écoles, donc des incubateurs type HEC, type haute. Moi, je sais que mon école, l'ESTA à Belfort, a ouvert un petit incubateur, pour permettre d'accompagner les étudiants qui portaient des projets dans l'école. Ensuite, il y a les accélérateurs. Donc là, c'est un modèle d'incubateur orienté des startups plus internet, mobile. Voilà, c'est des incubateurs qui accompagnent sur des boîtes à fort potentiel et qui peuvent direct faire 0 à 100. Donc ça, c'est un autre type d'incubateur particulier. C'est pareil, ça représente pas du tout la grosse majorité. Mais je vous en parle quand même pour que vous sachiez que ça existe. Et les d'autres types d'incubateurs, ça peut être des incubateurs féminins par exemple, et ça c'est spécifiquement dédié à l'accompagnement de femmes entrepreneurs par exemple. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez peut-être un peu peur de ce milieu entrepreneuriat et puis très start-up, très machin, vous pouvez potentiellement passer par un incubateur féminin où là vous serez en contact avec des personnes féminines, voilà tout simplement. Donc chacun s'inscrit dans une démarche bien précise
assez plus, assez moins, et c'est à vous de faire le juste milieu en faisant votre étude un peu concurrentielle, en allant voir différents incubateurs pour des structures qui peuvent vous accompagner, quoi. Vous allez voir les différentes, et puis après vous dites, bon bah ok, celui-là il a l'air mieux, celui-là il a l'air mieux, celui-là il a l'air mieux, quoi. C'est en fonction de vous, c'est en fonction de vos choix. C'est au goût, c'est les goûts et les couleurs, les gars. Donc ça, voilà pour les incubateurs. Donc les avantages, bah, ça peut vous donner accès à des bureaux et des infrastructures. Donc voilà, disposition de locaux pour tes équipements, pour tes machines, pour venir bosser. Voilà, je sais que ça se fait. Nous, dans notre incubateur, il y a eu certains porteurs de projets, je sais, qui ont été, qui ont bénéficié de d'hébergement dans l'incubateur, par exemple, ce genre de choses. Il y a tout ce qui est l'aspect mentorat et accompagnement, du coup, qui est vraiment fort. Donc là, c'est le stade au-dessus des pôles pépites, où on va vraiment rentrer plus dans la technique, plus dans le fond, avec vos chargés de projet, en fait, ceux qui vont vous accompagner au quotidien, pour vraiment résoudre le maximum de problèmes avant qu'ils deviennent un problème, tout simplement. Voilà, si vous avez pas mal de réponses à des futures questions, notamment dans des comités, ce genre de choses, mieux vous êtes préparé, mieux c'est. Donc c'est aussi le but de ces incubateurs-là, des incubateurs tout simplement. Et puis ils ont aussi tout ce qu'on appelle la phase de coaching, voilà, de formation. Il y a pareil, il y a tout un réseau de formation, il y a tout un réseau d'accompagnement autour de. Enfin, il y a plein d'événements qui sont organisés, d'ateliers chaque mois pour vous permettre de monter en compétence sur des sujets de gestion d'entreprise, d'entrepreneuriat, de levée de fonds, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est un gros plus aussi des incubateurs. Mais c'est compris après dans ce que vous payez chaque mois, hein, bien sûr. Hein, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Et puis bien sûr, l'autre gros point important de ces incubateurs, c'est que souvent ils ont un bon gros accès à tout ce qui est financement et connexion. Moi, je sais que par exemple, de par l'incubateur que je fais, certifié loi Allègre, je peux aller postuler ou candidater à des bourses de la région qui s'appelle une bourse santé création d'ailleurs, qui peut aller, qui peut me monter jusqu'à 30 000 euros pour mon projet. Donc c'est top. Donc il faudrait que je fasse la demande. Et puis voilà. Donc ça c'est un plus. Donc financement et connexion, ils connaissent partout, business angel, les organismes de levée de fonds, les capital risques, les enfin bref, tout ce qui y a autour de ça, ils connaissent, ils ont le réseau et ils sont faits pour. Donc clairement c'est cool. Et derrière ils peuvent vous mettre en synergie avec les bonnes startups, autres startups de leur réseau qui ont bien monté et tous les autres chargés. Toutes les autres structures en fait d'accompagnement ou chercheurs qui peuvent vous aider sur le projet. En tout cas, chercheurs si vous êtes dans un incubateur Allègre. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus sur les incubateurs. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. J'espère que c'est assez clair pour vous. Ouais. Donc il me reste 2 points à voir avec vous grosso modo là-dessus sur les boîtes d'accompagnement. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle aussi les couveuses d'entreprise. Donc ça c'est des structures qui permettent en fait aux entrepreneurs de tester leur activité dans un cadre sécurisé avant de créer l'entreprise juridiquement. Donc en gros ce que ça offre c'est un suivi voilà, avec un conseiller dédié. Toujours pareil, il y a toujours ce truc de on vous met quelqu'un en référent pour vous aider à affronter les problématiques de la création d'entreprise. Il y a des formations collectives pour acquérir des compétences, ça c'est pareil, c'est dedans. Mise à disposition d'équipements locaux et surtout, un numéro de SIRET qui vous permet en fait de commencer une activité commerciale sans avoir à s'y matriculer. C'est la couveuse qui prend le numéro de SIRET pour vous et après ça vous pouvez c'est ce qui va vous permettre de commencer l'activité, de commencer à vendre, de tester en fait votre activité sans avoir pris tous les risques de créer l'entreprise, aller faire payer des statuts, ce genre de choses. Donc c'est pour commencer, ça c'est la solution pour commencer à moindre coût, on va dire. Donc voilà. Et après il y a aussi il y a un contrat CAP qui est mis contrat d'appui au projet d'entreprise, donc ça s'appelle le contrat CAP, qui protège juridiquement les entrepreneurs grosso modo et te permet de conserver tes droits sociaux pendant la phase de test. Donc alors je sais pas exactement, j'ai pas été creuser ça, je vous avouerai, mais en tout cas voilà, ça peut vous permettre de garder certains de vos droits parce que c'est cette structure justement qui prend pour vous. Enfin en tout cas c'est la couveuse qui prend pour vous. Donc ça c'est intéressant aussi à creuser. C'est intéressant à creuser, savoir comment vous voulez partir dans l'entrepreneuriat, comment vous voulez créer votre projet, quelle structure d'accompagnement vous voulez prendre. Ou alors l'un n'exclut pas l'autre. Je veux dire, vous pouvez être accompagné par des réseaux d'accompagnement. Typiquement, moi j'ai été accompagné par le PIL et un incubateur en même temps. C'est pas exclu. Par contre,
il y a voilà, on est un peu réticent en général à être suivi par plusieurs structures en même temps parce que si d'un côté on vous dit A et de l'autre côté on vous dit B, vous êtes perdu et vous avancez pas. Donc ça fait partie aussi du jeu et du deal de choisir son accompagnement et puis bénéficier un peu du réseau, bénéficier de l'aura de l'accompagnement que vous avez. Donc ça c'est cool aussi. C'est cool aussi. En tout cas, ce que je sais sur les couveuses, parce que moi je suis pas passé par une couveuse, mais c'est grosso modo qu'à l'issue en fait de cette phase de thèse, donc en général qui dure 12 mois reconductible, donc 2 fois. Donc tu vas pouvoir, si tu vois que ça marche ou pas. Donc après c'est pareil, hein. Attention, parce que là ça a l'air simple comme ça, mais t'as plein de contrats et de clauses dans les contrats que tu passes avec des couveuses. Donc c'est à bien étudier. Moi je les connais pas en détail, hein. Je vous donne grosso modo comment ça marche. Donc c'est reconductible si à l'issue des 12 mois vous n'avez pas réussi à vivre de votre activité. Donc vous pouvez retenter de prendre 12 autres mois. Et puis si à la fin ça va, vous pouvez créer l'entreprise et puis le transfert de SIRET se fait entre la couveuse et puis vous qui créez la structure, quoi. Donc ce sera votre SIRET et puis celui de la couveuse. Et ça, comment ça se finance? Donc grosso modo, c'est un taux fixe mensuel. Donc vous payez tant par mois, je crois. Enfin, ça dépend, pareil, des régions. Je vais pas vous dire de prix, mais ça peut être une centaine d'euros à plusieurs centaines d'euros par mois, plus un pourcentage de votre CA mensuel. Donc ça, il me semble, c'est mensuel ou annuel, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a dans certaines, enfin après, je sais pas si c'est toutes les couveuses, c'est pareil, mais je sais que certaines le pratiquent. Et ce qui fait que d'ailleurs, des fois, c'est pas très rentable parce que vous retrouvez, enfin, vous êtes un petit créateur, par exemple, je sais pas, d'artisanat ou quoi, vous vendez pas assez chaque mois pour vous verser un salaire et en plus vous devez payer la couveuse et vous devez payer le pourcentage sur les choses que vous avez déjà vendues, quoi. Alors que d'ailleurs, oui, je reviens sur l'incubateur. L'incubateur, par exemple, moi, ça me coûtait 200 euros par mois. Donc ça cumulait, on va dire, le nom en fonction du nombre de mois que j'étais là, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc ça augmentait de 200 euros chaque mois, ma dette envers l'incubateur, parce que c'est ça. En fait, ce fonctionnement, c'était en gros le deal qu'il y avait avec l'incubateur et qui passe avec leur chargé de projet. Donc je sais pas si c'est pareil dans tous les incubateurs, mais c'est en gros, si tu crées la boîte à la fin et que si tu crées la boîte à la fin, tu nous devras euh, le prix de ton incubation. Et si derrière, à la fin, on se rend compte que c'est pas viable pour toi et que tu n'arrives pas à créer la boîte et que tu as envie d'arrêter parce que ça te prend trop la tête ou que c'est trop compliqué ou qu'il y a trop de problématiques sur le terrain, tu pourras tout simplement arrêter là le parcours et on t'en tiendra par rigueur et tout ce que on t'a accompagné, ce sera gratuit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des plus de l'incubateur dans lequel j'étais, qui m'a fait justement aussi prendre confiance avec eux. Donc voilà pour incubateur et couveuse d'entreprise. Et le dernier point, c'est tout ce qui est mentor. Donc un 5e point sur de l'accompagnement pour bien choisir son réseau et son accompagnement. Mentor et coach en création d'entreprise. Donc ça, t'as des professionnels en fait expérimentés qui te conseillent et te guident en fait dans tout au long de ton projet. Donc ça peut être des mentors ou des coachs. Donc les mentors, c'est des professionnels expérimentés qui mettent en fait leur expertise et leur réseau à disposition d'entrepreneurs. Ils les aident à prendre du recul sur leur entreprise, à trouver des meilleures solutions et à apprendre de leurs erreurs. Apprendre des erreurs des autres, du coup, apprendre des erreurs que eux ont déjà fait. Donc ils te transmettent un peu ce retour sur expérience qu'ils ont eu eux. Donc ça, c'est intéressant. Et les coachs, eux, c'est plus de l'accompagnement personnalisé, on va dire, sur voilà, puiser dans le meilleur de toi-même, développer des compétences du dirigeant, savoir passer au-dessus de la difficulté, savoir les surmonter, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est top. C'est bien d'avoir des coachs quand même, c'est intéressant. Et puis voilà, ils te soutiennent aussi dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc en vrai, mentor et coach, c'est un bon bail, je pense, si vous arrivez à trouver des personnes. Donc ça, c'est pareil, ça peut se trouver par des réseaux, ça peut se trouver sur le fil de l'eau, pendant un salon, par exemple. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous matchez, il vous propose de vous accompagner parce qu'il vous aime bien et au niveau humain, ça fit bien. Ça peut être comme ça que ça se fait aussi, les gars. Ça peut être comme ça que ça se fait. Ça, en général, c'est gratuit, hein, les coachs. Et puis, enfin, non, tous les coachs ne sont pas gratuits, mais en général, quand on a un mentor, c'est gratuit et certains coachs peuvent jouer le jeu et de le faire gratuit. Mais c'est aussi un business d'être coach, donc c'est pas forcément gratuit, quoi. C'est pas forcément gratuit. Donc voilà, ça c'est plus des personnes qui ont envie de partager leurs expériences et ce qu'ils ont vécu gratuitement parce que ils ont des qualités humanistes, des qualités humaines, enfin voilà ce que vous voulez, et du coup ils sont intéressés par ça, quoi. Ils sont intéressés par ça. Ils sont dans cette démarche de création de valeur, de former les gens de demain, tout ça. Donc ça c'est des choses qui existent.
Et vous avez aussi, dans ces réseaux, on va dire, de coach, de mentor, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les clubs de service, avec notamment le Rotary Club, vous devez en avoir entendu parler, le Lyon Club aussi. C'est des gros clubs de service qui... bon, je vais pas rentrer dans le détail, hein, vous irez regarder sur internet, les gars. Mais en gros, voilà, c'est des réseaux que dans lesquels vous rentrez, vous payez une cotisation après vous êtes membre d'un réseau et c'est des réseaux qui sont à vocation humanitaire principalement. Donc vous êtes censé payer une adhésion, qui vont à des causes charitables derrière, type, je sais pas, financer la lutte contre le cancer, financer, je sais pas, une association, une action humanitaire dans un autre pays ou ce genre de choses. Donc eux ont aussi, enfin souvent dans ces clubs-là, c'est des clubs qui sont assez sélects et on n'y rentre pas n'importe comment aussi. C'est vous faites approcher pour rentrer dans ce club. Et du coup, il y a souvent beaucoup de chefs d'entreprise qui y sont, beaucoup d'entrepreneurs parce que bah il y a une dimension humaine derrière, il y a une dimension de on va créer de la valeur ensemble et une dimension humaniste. Donc voilà, c'est un peu en intéresser certains. Et eux, ils ont des programmes justement où ils financent des prix pour des entrepreneurs, où ils accompagnent aussi des entrepreneurs sur certains sujets pour les faire développer leur boîte quoi. Donc ça c'est s'ils ont le temps. Et ensuite dernier point. Et ensuite, on s'arrête là. Il y a des associations comme Life for Good. Donc, association, ça, j'ai dû déjà vous en parler, qui est une association française fondée en 2015, dont la mission, ouais, c'est ça, c'est 2015, dont la mission, c'est de soutenir les jeunes dans le développement de leurs projets d'entrepreneuriat social et d'innovation positive. Donc, c'est principalement là qu'on a des projets impact, hein, grosso modo. Hein. Et leurs activités principales, c'est quoi? C'est un accompagnement personnalisé des jeunes. Voilà, des jeunes, enfin putain pardon, je galère un peu, hein, je sais pas ça fait combien de temps que je record là, mais je commence à un peu me faire vieux. Donc ouais, ils accompagnent en gros des jeunes entrepreneurs à impact positif, en leur fournissant du mentorat, en leur fournissant un accès à de la formation, à un réseau de professionnels, à un réseau d'alumni. Moi voilà, j'ai fait cet accompagnement-là, Life for Good. Franchement, que des personnes incroyables dedans. Franchement, non vraiment. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça en y rentrant. Et l'humain là-dedans est très 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 fort. En fait on crée des promos chaque année. C'est des promos de alors je sais plus de combien. Si, il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, je crois, de Life for Good. Et puis donc du coup vous êtes en promo. Alors je sais plus si c'est ouais on était une quarantaine, petite quarantaine, 38 je crois. Promo allez, on va dire une bonne trentaine de personnes. Donc il y a Île-de-France, Lyon et puis Nice, il me semble de mémoire. Et il y a 2 promos par an de 6 mois. Et vous êtes accompagné pendant 6 mois avec voilà de la formation, un accompagnement, des mentors, des coachs aussi qui sont mis à votre dispo pour échanger sur tout ça et vous faire monter en compétences. Plein d'ateliers ludiques pour faire monter vous faire monter en compétences sur des sujets de gestion d'entreprise à impact bien sûr parce que Life for Good est vraiment spécialisé dans l'impact et des projets durables, entrepreneuriat social, etc. Et donc du coup ouais ils ont une grosse communauté on va dire parce que du coup ça fait grosso modo peut-être 100 ou 200 personnes en plus chaque année qui sortent de Life for Good et qui créent un réseau d'alumni dans lesquels on peut via une plateforme tous se recontacter et puis en savoir plus sur les activités des uns et des autres, voir s'il y a des synergies possibles quoi. Donc ça c'est un gros truc et ils veulent en gros grosso modo leur leitmotiv c'est ça s'adresse à des jeunes venus de tout horizon en fait et ça les accompagne dans le développement de leur projet impact positif. Donc il faut avoir moins de 30 ans pour candidater à ça. Il faut avoir moins de 30 ans. Et ils organisent plein d'événements, des tables rondes en physique, en visio, sur plein de problématiques, pareil en matière d'entrepreneuriat social et d'économie à impact. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et le must-have, c'est que il y a 3 campus. Donc c'est voilà, ils prennent les frais à leur charge. Et c'est 3 campus dans lesquels vous retrouvez avec les autres étudiants, avec les autres entrepreneurs, pardon, de la promo. Et puis, typiquement, nous, avec la promo de Lyon, parce que j'ai rejoint la promo de Lyon cette année en 2023-2024, et on s'est retrouvé dans des petits gîtes dans les bois, donc ça fait très cliché. Mais voilà, on est un peu coupé de tout et on est focus sur travailler pendant... Parce que c'est des petits séminaires qui durent 3-4 jours. Et du coup, c'est pendant 3-4 jours, vous êtes à fond sur votre projet, entouré de plein d'autres entrepreneurs qui bossent à fond sur leur projet. Donc, il y a une vraie émulsion là-dedans.
Et non, c'est top. Ça crée vraiment un truc humain, relation humaine entre les porteurs, et puis on se crée vraiment des potes aussi, quoi. Des nouveaux amis, des nouveaux, ouais, c'est ça, c'est des nouvelles rencontres, et franchement, bah, ouais. Mais Anne-Claire, si tu passes par là, merci pour le recrutement. Merci d'être tombé sur moi. C'était vraiment top. C'était vraiment top. Donc voilà. Et ça, donc du coup, il y a 2 promos par an et par campus. Donc il y a 6 promos dans lesquels vous pouvez potentiellement candidater. Donc je vous laisse aller sur le site internet de Life for Good. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, la rubrique numéro 2 touche à sa fin. Il y aura pas de rubrique gadget d'Alfred cette semaine. Je pense que l'épisode est déjà assez long comme ça. Donc on va finir rapidement sur Road to Dark Knight, la rubrique des défis. Ok, rubrique 3, Road to Dark Knight, la rubrique défi comme d'habitude. Donc là les gars, on va faire le point sur votre sommeil. Qui a fait nimp? Qui a fait nimp? Que les imposteurs se dénoncent. Je veux... Qui a pas respecté les calls en fait? Qui a pas arrêté son tel ou les écrans 1 heure avant d'aller dormir? Qui a pas été au lit avant minuit? Qui ici a été un imposteur? Je veux des noms. Je veux des noms. Non, en vrai, plus sérieusement, j'espère que ceux qui ont fait l'exercice, ils commencent à ressentir des bons effets sur leur sommeil. Voilà, un effet plus long terme là sur le sommeil, régulier et plus stratégique. J'espère que voilà, ça peut vous aider. Donc, moi cette semaine, j'avoue que mon rythme de sommeil, il a été un peu cassé de par tous les événements que j'ai fait. Et c'était un peu complexe. Là, il y a eu des jours où il y a eu des jours où j'ai dû me lever, ouais, à 5h30 du matin. Donc, forcément, j'avais pas le même rythme que d'habitude, donc un peu moins dormi que la veille. Plus de choses dans la journée, donc plus usante. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à me recalibrer sur la fin de semaine. Mais dans l'ensemble, je sens les bienfaits, je me sens plus en forme au niveau du sommeil. Et surtout le tel coupé 30 minutes, 1 heure avant de dormir, ça aide à faire le vide en fait, on va dire. Voilà, ça aide. Alors c'est vrai que pour l'instant je suis encore mauvais là-dessus, parce que j'avoue que tu vois ce temps je pourrais l'optimiser. Je pourrais lire par exemple, ou ouais lire, clairement je pourrais lire quoi. Et en fait bah bon pour l'instant j'avoue que j'attends un peu comme un golemon dans mon lit que le sommeil m'emporte. Donc voilà, je vais voir ça dans les semaines à venir si je peux pas optimiser ça. Vous dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment ça se passe un peu au niveau de votre sommeil et de ce que vous avez mis en place pour arriver à mieux dormir. Mais voilà. Mais voilà. Bon, j'espère que ça commence à s'implanter dans votre quotidien. Concrètement, concernant le défi de la semaine dernière que je vous avais demandé de réfléchir, donc je vous avais demandé de réfléchir à votre pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, qu'est-ce qui vous motivait intrinsèquement. J'espère que vous avez fait l'exercice et que vous avez bien noté quelque part pour vous en rappeler. Moi, je vais vous donner le mien du coup. Donc pour moi, ce qui me motive intrinsèquement, c'est que je sens que j'ai quelque chose à apporter au monde. Voilà, j'ai un ego surdimensionné. Non, mais enfin voilà, vous avez compris. Moi, voilà, je pense que je peux apporter quelque chose, donc je sais pas comment expliquer ça. C'est comme ça. Et après, les gars, je prétends pas être Jésus, hein, bien sûr. Juste voilà, je me sens plus utile à travailler sur un chemin qui m'est propre, qui m'intéresse profondément, et d'en faire ma vision de vie en fait. D'en faire ma mission de vie, mon chemin, et voilà, c'est comme ça. Donc je suis parti de mon histoire perso, voilà, j'ai grandi à la campagne, entre les vaches et les tracteurs, hein, ça je vous l'ai peut-être déjà dit. Et je veux pas d'un monde dans lequel mes champs en fait, ou mes vaches sont polluées par des déchets plastiques. D'entreprises généralement peu scrupuleuses, voilà, on va le dire. Je dis les termes. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire ma mission de vie, voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors je sais pas combien de temps va durer cette mission, ça se trouve je vais réussir cette mission, ça se trouve je vais la lose. Voilà, ça se trouve le timer va être écoulé avant que j'arrive à réussir cette mission. Donc voilà, moi c'était la question que je me posais, c'est comment je peux aider à mieux valoriser les déchets pour éviter leur enfouissement. Voilà, donc j'ai décidé de travailler sur ce point-là, et c'est ça qui me motive aussi intrinsèquement à faire ce que je fais tous les jours, quoi. Et un autre gros point qui me motive aussi, c'est ma soif de liberté. Donc je veux pas être tenu en chaîne par une entreprise ou autre, un job ou ce genre de choses, malgré le fait qu'aujourd'hui bah voilà, je me retrouve dedans parce que bah j'ai pas trop le choix. C'est pas ma motivation première, c'est pas mon mode de fonctionnement, et jusqu'à ce que je trouve la solution de par moi-même,
bah je vais être dans ce truc de try and retry, tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à réussir de mon côté, quoi. Donc on verra où ça me mène. Si j'arrive pas à être bon, bah tant pis. Si je suis pas performant, bah c'est pareil, tant pis, hein. Et à un moment donné, il faudra que je me résigne et que je change de domaine. Pour l'instant, je pense être dans la bonne voie, en tout cas d'aller vers quelque chose de concluant. Donc on verra. On verra, on le suivra tout au long de ces petits épisodes. On le verra tout au long de ces épisodes. Donc, concernant le devoir de la semaine, donc en tout cas de la semaine prochaine, on va parler un peu de comment on va réfléchir et idéationner son projet. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question pour créer son projet, ou en tout cas être dans la bonne route, on va dire, pour créer sa boîte et son histoire entrepreneuriale. Donc, ça va être ça la question. Ça paraît être un gros mot, mais grosso modo, c'est quoi votre idée de création d'entreprise, c'est quoi votre nouveau produit que vous voulez lancer, c'est quoi, quelle activité vous lancez, quelle association, qu'est-ce que vous voulez faire en fait, pourquoi vous écoutez ce podcast, voilà, c'est ça, pourquoi vous êtes là les gars, qu'est-ce que vous voulez faire ici, vous venez là et vous venez juste écouter, vous ne voulez rien faire, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez avoir un petit projet, je veux que même si vous voulez pas créer une boîte, ou un truc gros comme ça peut être une asso étudiante, ça peut être vous engager dans une structure associative ou quelque chose. Je veux que vous ayez un projet en étant ici sur ce podcast. Donc vous allez réfléchir à ça. Quelle est votre idée de projet? Et on verra ensemble. Donc du coup la semaine prochaine, quand vous aurez votre idée de projet qui sera bien notée dans un petit carnet ou ou une idée bien en tête, voilà. Et votre idée bien en tête, je veux qu'on passe du temps là-dessus et qu'on voit un peu, bah voilà, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous voulez faire, si ça peut être intéressant. Donc ça c'est pareil, on verra. Mettez-le en commentaire. Ça peut déjà un peu, si vous avez déjà la réponse en tout cas à ça, ça peut en motiver d'autres. Donc mettez-le en commentaire sur les réseaux ou envoyez par DM. Quels sont vos projets de la semaine? Et puis je vous le dis, que là je vois qu'il y a eu des mauvais élèves sur le sommeil. Je vais passer dans les rangs la semaine prochaine. Ceux qui n'auront pas pris le temps de travailler ce sujet-là de projet, ceux qui seront en retard, ceux qui n'auront pas marqué dans le petit carnet mon idée de projet, c'est ça. Je vais distribuer des heures de colle, les gars. Je vais le dire. Je vais le dire. On est au 4e épisode. Là, va falloir commencer les choses sérieuses et à se bouger. Donc, c'est le moment. On se prend en main. On crée dans un coin d'un carnet ou une feuille, un papier, un document Word, un Notion, parce qu'on a vu qu'on pouvait se servir de Notion la semaine dernière pour travailler sur son projet. Donc vous avez plein de possibilités pour le faire. Vous me faites ça. Ceux qui ne le font pas, je distribue les heures de colle, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est dit. C'est dit. Donc voilà pour l'épisode du jour. L'épisode du jour touche à sa fin. Question des auditeurs. Je remets. Alors à chaque fois, je le dis. Posez vos questions, commentaires, etc. J'ai encore pas commencé à les traiter. Je commencerai à les traiter la semaine prochaine. Parce que voilà, je voulais me constituer un petit stock aussi de questions des auditeurs. Donc, on commencera normalement la semaine prochaine à répondre à ces questions. Voilà. Donc voilà. L'épisode du jour touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Pardon. Oh, putain, ça sent que c'est la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez entrevu la lumière dans le ciel de Gotham. Et merci de m'accorder votre temps. J'espère que l'épisode c'était vraiment, vous avez appris des choses, parce que j'espère, enfin, à chaque fois je dis ça, je dis j'espère que vous avez appris des choses, les gars. Voilà, je vous le dis. Moi, ma mission principale, c'est de vous apprendre des trucs. Donc voilà, si vous apprenez des trucs, tant mieux. Et surtout, gardez en tête, continuez d'hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passez, et rappelez-vous, peu importe votre fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des questions à aborder dans le prochain épisode ou dans les prochains épisodes, bombardez en commentaire. C'est ce qui fera aussi vivre le podcast. Et bien évidemment, je vous invite à suivre le compte Instagram La Batcave Podcast, le TikTok, le YouTube, ce que vous voulez. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de La Batcave. C'était Valentin. Ciao l'équipe.